Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. En fait, aujourd'hui, si vous suivez ma page Facebook, vous avez peut-être vu ce message passer. En fait, je voulais faire un petit question-réponse, un Q&A, en fait, pour venir répondre à des questions justement que les gens se faisaient à propos de mon travail de photographe. Donc, j'ai reçu quand même pas mal de bonnes questions, donc on va passer au travers de ça aujourd'hui. Donc, pour débuter, en fait, je vais y aller un peu en ordre comme je les ai reçus, en fait. Et il y a certaines questions quand même que j'ai reçues que je pourrais pas vraiment répondre. Il y en a qui portaient justement sur le portrait, par exemple. Et c'est des domaines que je ne maîtrise pas vraiment à 100%. Bon, j'en fais un peu, mais je suis pas vraiment la meilleure personne pour venir conseiller les autres là-dessus. Donc, je vais passer outre ces questions-là, mais je vais surtout répondre justement aux autres questions qui m'ont été posées. Donc, sans plus tarder, on commence. Donc, je fais de plus en plus de photos en extérieur et certaines fois, les conditions météo sont médiocres. Quelles précautions devons-nous prendre envers notre équipement? Que penses-tu des protections de type lens coat pour les objectifs? Donc, si vous connaissez un peu mon travail, j'adore photographier dans des conditions médiocres. Donc, sous la pluie, sous la neige, le verglas, c'est des conditions où on va avoir des atmosphères qui sont super intéressantes. Donc, c'est des bons moments pour aller faire de la photographie. Bien entendu, il faut faire attention à notre équipement. Donc, si vous avez, sur ma chaîne, là, je vais mettre peut-être dans la description quelques liens là, vers... donc, j'avais parlé de protéger son objectif avec un lens coat et tout ça. Et donc, je vais mettre le lien quand même vers ça. Je dirais que, grosso modo, si mettons vous photographiez dans la neige puis il fait très froid, l'idéal c'est de justement laisser son appareil tempéré. Donc si l'appareil se refroidit, la neige en fait au lieu de fondre sur l'appareil, quand l'appareil est chaud, l'objectif est chaud, la neige va fondre dessus. Si l'objectif et l'appareil est froid, la neige va s'accumuler tout simplement sur notre objectif, sur notre appareil. Et à ce moment-là, à la fin, on a juste à prendre un petit pinceau pour enlever cette neige-là. Donc ça, c'est assez simple. Si vous êtes autour de 0 degré, je vous conseille de peut-être mettre justement une housse pour la pluie. Moi, j'utilise les housses de Lenscoat justement qui sont très... moi, j'en ai une que ça fait 8 ans que j'ai et elle fonctionne encore très bien. Donc, une housse pour la pluie, ça peut être très bien justement quand il neige, si c'est autour de 0 ou quand il pleut tout simplement. Normalement, quand même, les objectifs, les appareils sont relativement tropicalisé. Donc, c'est sûr que allez pas le tremper dans l'eau tout simplement. Mais ils peuvent quand même recevoir une petite quantité de pluie sans que ça les endommage. L'important, c'est de toujours bien sécher le tout. Donc, je mettrai toujours une petite serviette une petite serviette microfibre là, pour venir absorber l'humidité, absorber l'eau après une séance de vue. C'est pas mal les trucs. Donc l'important c'est quand même faire attention, mais il faut pas capoter non plus avec la protection de notre matériel. Deuxième question. Un vieux comme moi qui veut revenir à la photo nature, nord du Québec, dans quoi devrait-il investir comme matériel, sachant qu'il n'est pas un pro à la retraite, donc budget limité? Ben, je dirais que pour aller en photographie nature, je dirais que ça prend quand même peut-être deux objectifs. Un, téléphoto pour les animaux. Comme c'est bon, la nature, c'est large, c'est vague. Donc, un téléphoto pour les animaux et un grand angle pour les paysages. Donc, je recommanderais quand même, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une petite capsule sur le Sigma 100-400, donc qui est super de bel objectif qui se trouve autour de 950$. Donc, vraiment pas cher pour un téléobjectif. Et donc, c'est un objectif qui offre vraiment beaucoup de qualité. Et au niveau du grand angle, un grand angle, ça dépend, là, ça va dépendre de si vous êtes sur un APS-C ou un plein capteur. Si vous êtes sur un APS-C, d'aller chercher justement un objectif quand même qui est pas trop haut de gamme, mais quand même qui rouvre peut-être à 2.8, ça peut être pratique faire des ciels étoilés, tout ça. Si vous êtes sur un plein capteur, vous avez peut-être vu ma capsule sur le Tamron 1735 que j'aime beaucoup, donc qui est un bon objectif qui rouvre à 2.8 et donc c'est un objectif que je traîne pas mal partout. Donc je dirais comme ça, un boîtier ensuite. Au niveau du boîtier, peut-être d'aller chercher justement quelque chose d'usagé.
Un D800 chez Nikon, par exemple, un D600 ou D500, ça peut toujours être des bonnes alternatives. Bon, après ça, je pourrais pas vraiment étayer pour, pour toutes les marques. Mais quand même, dans l'usager, ça peut être intéressant d'aller chercher des bons prix, du bon matériel à bas prix. Donc, je dirais que c'est pas mal ça. Puis un trépied aussi. C'est super important d'avoir un bon trépied qui est assez stable pour justement pouvoir aller chercher surtout en paysage. En animalier, j'aime beaucoup travailler à main levée. Mais pour le paysage, j'aime bien travailler avec le trépied. Donc, je dirais que ce serait pas mal mes conseils au niveau de quelqu'un qui veut s'initier justement à la photographie de nature. Prochaine question. C'est quoi l'intérêt d'avoir un capteur avec des gros pixels versus beaucoup de pixels? Donc, en fait, avoir un capteur avec des gros pixels, c'est avoir un capteur, par exemple, un plein capteur avec un faible nombre de mégapixels. Donc, par exemple, un 12 mégapixels ou un 16 mégapixels sur un plein capteur. Et à l'inverse, avoir beaucoup de mégapixels, donc sur, par exemple, un 850, des 850 qui va avoir 46 mégapixels sur un plein capteur. Donc, il y a quand même beaucoup, les pixels sont beaucoup plus petits. Donc, normalement, l'intérêt d'avoir un capteur qui a des gros pixels, en fait, généralement, il va être meilleur en haut ISO. Donc, si on pense à la série, justement, les A7S de Sony, où, en fait, c'est 12 mégapixels, mais, bon, justement, la montée en ISO est très bonne. Au niveau des boîtiers Nikon, le D4S, le D3S, c'est des boîtiers avec 16 pour le D4S, 12 pour le D3S. Donc, pas beaucoup de mégapixels, mais une très bonne qualité en haut ISO. Donc, généralement, c'est ça l'intérêt d'avoir des gros pixels. L'intérêt d'avoir beaucoup de mégapixels, généralement, c'est qu'on peut recadrer quand même beaucoup notre image. Là. Donc, si jamais on est un peu trop loin, ça permet une latitude un peu plus grande que sur un 12 ou un 16 mégapixels où à ce moment-là, on peut pratiquement pas recadrer. Je dirais aussi au niveau du détail, là, quand on va faire du paysage, par exemple, là, pour aller chercher justement du détail dans les différentes textures et tout ça. Donc, c'est avec un boîtier qui a beaucoup de mégapixels, comme moi j'utilise un D810 qui a 36 mégapixels. Et je dirais que justement le détail est assez impressionnant, surtout si on fait imprimer en grand format. Je dirais que si c'est juste pour mettre sur Facebook, il y a plus ou moins d'intérêt. Ces boîtiers-là vont avoir d'autres avantages, comme par exemple, comme mon D4S, une bonne rafale, un bon autofocus, mon 810, une bonne gamme dynamique. Donc ça, c'est d'autres caractéristiques qui vont faire en sorte qu'on va choisir un boîtier, mais à proprement parler, pour le nombre de mégapixels, je dirais que c'est les avantages de chacun des côtés. Donc, prochaine question. Comment tu fais pour localiser tous ces animaux sauvages dans la forêt? Je dirais que c'est quand même assez... ça va être difficile de répondre en une seule... je préfère une conférence au complet juste là-dessus. Je dirais que ça part d'abord de beaucoup de terrain, en fait, de beaucoup d'exploration sur le terrain. Ensuite, de connaître justement l'habitat des animaux. Donc, par exemple, si vous allez faire de l'orignal, il faut connaître la nourriture qu'il va manger, le comportement qu'il va adopter. Donc, d'évaluer en fait l'environnement, le biotope, pour aller photographier une certaine espèce. C'est sûr que de se mettre aussi dans des situations qui sont propices. Donc, par exemple, si vous voulez photographier de l'orignal, d'aller durant le rut, c'est là qu'il y a beaucoup plus de mouvement, donc ça va être plus facile d'en observer. Si vous voulez faire de la photographie de chouettes, mais de partir la nuit pour écouter les chouettes qui chantent durant la nuit, pour ensuite les photographier lorsque le soleil se lève. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui font en sorte ça va être plus facile de venir photographier justement ces espèces-là. Mais je dirais que c'est une connaissance de l'animal, connaissance de son environnement, puis ensuite beaucoup de temps sur le terrain pour vraiment explorer les coins, explorer le territoire. Moi, il y a beaucoup quand même de sorties qui sont tout simplement infructueuses. Je reviens, puis j'ai pas de photographie avec moi. Donc ça arrive quand même assez souvent. Faut pas penser qu'à chaque fois qu'un photographe animalier ou un photographe de nature sort, il revient avec des belles photographies. Donc je dirais que c'est beaucoup de temps justement à investir pour être capable d'aller chercher justement ces photographies-là. Donc, lequel choisir? APS-C ou full frame? En fait, ça va dépendre d'abord du budget.
Parce que les objectifs, en général, pour les full frame, sont plus chers. Donc, les grands angles, les objectifs standards, sont plus chers pour les full frame que les APS-C. Donc, si vous investissez dans un appareil full frame, il faut quand même vous attendre à devoir investir encore plus au niveau des objectifs. Donc ça, je dirais que c'est un premier. Puis généralement, les full frame également sont plus chers que les APS-C. Bon, ça dépend. Comme chez Nikon, là, il y a le D500 qui est quand même assez dispendieux aussi. Je dirais qu'après ça, c'est vraiment au niveau des qualités de l'objectif, donc la rafale, l'autofocus, puis justement de ce que vous comptez en faire. Généralement, la qualité au niveau des hauts ISO est vraiment meilleure sur un plein capteur qu'un APS-C. Bon, là, je parle vraiment de manière très, très générale, là. Et donc, c'est ça. Donc, je dirais que moi, j'ai pas de préférence. Des fois, c'est le fun d'avoir le crop, parce qu'en fait, mettons, mon 600 mm, quand je l'utilise sur mon APS-C, mon D500, ça me donne un équivalent de 900 mm. Donc, des fois, c'est pratique, mais des fois, c'est handicapant. Des fois, c'est trop serré. Donc à ce moment-là, faut voir si ça vous sert. Quand j'utilise mon 100-400, souvent, je l'utilise avec le D500, justement, parce que ça me donne un petit reach d'extra, là, ça me donne un équivalent de 150-600 mm. Donc, c'est un équivalent. C'est pas comme avoir un objectif comme ça, mais donc, chacun a ses avantages. Je dirais qu'il n'y a pas j'ai pas de préférence l'un pour l'autre. Quoique, quand même, j'aime mieux avoir des photos qui ont une meilleure qualité d'image. Donc, souvent, je vais utiliser des pleins capteurs. Prochaine question. Tu as commencé avec quel modèle d'appareil photo, lentille, objectif? Et quelle a été ton évolution à travers le temps? Bon, moi, je suis quelqu'un, en général, qui va quand même changer de matériel assez souvent. On dirait que je suis jamais content de ce que j'utilise, puis je veux toujours aller chercher quelque chose de différent et tout ça. En photo animalière, j'ai commencé avec un 70-200 couplé avec un doubleur. C'est probablement le pire combo que j'ai utilisé de ma vie pour faire de la photo animalière. Quand on commence, on est un petit peu moins, si on veut, un peu moins exigeant sur la qualité de ces photos. Mais quand je regarde ces photos-là aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup que j'utilise. Ensuite, je suis passé avec un 300 mm 2.8 de Tokina qui faisait ça. Donc, c'est un objectif qui était quand même pas si mal. Quand même assez lourd, quand même assez gros. Donc ensuite, ça c'était avant que les 150, 600, 200, 500 ça sorte. Et ensuite, justement, le Tamron ont sorti leur première version de 150, 600. Donc je suis allé le chercher. Et ensuite, je l'ai complété en fait avec un 500 f4, un vieux 500 f4 qui était pas stabilisé. Un objectif que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fait vraiment de belles photographies avec lui. Et ensuite, là j'ai vendu le Tamron. Et je suis allé chercher le 200-500 de Nikon, qui est beaucoup plus léger, donc j'allais faire du kayak et tout ça avec ça. Et la suite, j'ai vendu mon 500 f4. J'ai racheté un 500 PF, donc qui était tout petit. Et ensuite, j'ai vendu le 200-500 pour aller chercher le 100-400 Sigma. Et donc ensuite, j'ai finalement vendu le 500 PF pour aller chercher le 600 mm f4. Et j'ai complété avec le 300 2.8. Donc, grosso modo, c'est mon historique de téléphoto. Au niveau des grands angles, il y en a beaucoup qui ont passé. Je dirais que j'ai eu principalement le 10-20 Sigma quand j'ai commencé. Donc, j'étais sur APS-C. J'avais un D90 au début. Quand je suis passé au full frame, donc au D700, je suis allé chercher le 1635 de Nikon, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, je suis passé au 1424 Nikon. Et ensuite, j'ai encore mon 1424 et j'utilise le 1735 de Tamron, que justement j'ai parlé un petit peu plus tôt. Et donc voilà, c'est pas mal les objectifs que j'ai utilisés. Après ça, les boîtiers, j'ai parlé du D90 au D700. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Le D800 quand il est sorti ensuite. Ensuite, un D3S, un D600. Et ça a beaucoup évolué, 810, D4S, D500. Mais c'est pas mal ce que j'ai utilisé. Donc voilà, grosso modo, c'est pas mal ce que j'ai utilisé. Donc beaucoup de boîtiers. Je prends environ par année des clics. Je dois en prendre peut-être au moins 150 000. Donc vous comprendrez quand même qu'il faut que je change assez fréquemment de boîtier. Voilà. Ensuite,
est-ce que tu es complètement autodidacte ou tu as eu un cours ou des formations? Donc oui, je suis complètement autodidacte. Donc j'ai appris par moi-même, beaucoup de formations, justement, je regardais des capsules YouTube, un peu comme je fais là. Et donc beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup sur le terrain, à essayer des trucs. Et ben finalement, ça finit par rentrer. J'ai commencé à faire de la photo aussi événementielle dans des conditions vraiment pas très bonnes. Et donc, c'est là qu'on apprend quand même assez vite quand on est sur le terrain et qu'on est confronté déjà à la difficulté de prendre des photographies en mauvaises conditions de lumière. Donc, ça m'a permis d'apprendre très très vite. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai pas vraiment suivi de cours, de formation à proprement parler. Ceci dit, si vous voulez en suivre, je vous encourage à le faire. Ça va vous faire gagner vraiment beaucoup de temps. Vous allez avoir des raccourcis énormes alors que normalement, mais il faut qu'on fasse le travail uniquement par nous-mêmes. Ensuite, comment se comporter en présence d'animaux sauvages? Calme, immobilité, silence, mouvement lent, etc. Donc, ça dépend toujours de où on va photographier. Donc, il y a certains endroits où, justement, la faune est beaucoup moins farouche qu'à d'autres endroits. Donc, notamment avec la pression de chasse. Ça fait une énorme différence, justement, sur la faune qu'on va photographier. Et également, ça va dépendre de l'animal qu'on vient photographier. Donc, je dirais que dans l'ensemble, si on veut faire une règle générale, c'est toujours d'être conscient de l'environnement qui nous entoure. Donc, par exemple, si vous marchez sur un chemin forestier, au lieu de marcher dans des endroits où il y a des feuilles mortes, par exemple, où ça fait du bruit, essayez de marcher sur des endroits où il y a un peu plus de tourbe, il y a de la mousse, où ça fait un peu moins de bruit. Quand on marche en forêt, toujours essayer d'être le plus silencieux possible, justement. Et ça, il faut quand même faire attention aussi. Ça dépend un peu de votre niveau d'être à l'aise, on veut, avec la faune sauvage, parce que des fois, ça peut vous mener au fait que vous êtes très proche de la faune et l'animal ne sait pas que vous êtes là. Donc ça, il faut faire super attention parce que la pire chose qu'on peut faire avec un animal sauvage, c'est le surprendre. Donc voilà. Donc c'est un peu les règles générales, je dirais, de faire super attention justement pour être très calme, puis d'y aller lentement, de prendre son temps. On est en nature, il n'y a pas de presse. On n'est pas pressé. Des fois, c'est mieux de prendre plus son temps, peut-être rater quelques photos, avoir une lumière qui est un petit peu moins intéressante, que d'être trop pressé puis finalement faire fuir l'animal. Donc, je dirais de prendre son temps, d'être calme, justement, de vraiment d'être serein, puis d'essayer de bien écouter, de bien être au fait de ce qui se passe, en fait, dans la nature. C'est je dirais que ce serait un bon début pour ça. Prochaine question. Quels sont les filtres ND, donc de densité neutre, essentiels pour faire de la photo de paysage? Kit de base pour partir en voyage ou expédition. Donc moi, les filtres ND que j'utilise, en fait, je traîne toujours, c'est pas un ND, mais je traîne toujours un polarisant. Toujours un polarisant, c'est toujours intéressant. Ça coupe, normalement, ça peut couper entre 1 et 2 stops de lumière. Donc déjà, à la base, ça peut déjà aider à rallonger le temps d'exposition. Et vous pouvez le laisser même sur l'objectif et si vous en avez besoin, vous le désactivez, entre guillemets. Si vous en avez besoin, vous l'activez tout simplement. Et bon, les filtres ND que je traîne, j'ai un 3, un 6 et un 10 stop. Donc, tout dépendant de la luminosité ambiante. Donc, je vais choisir entre ces filtres-là. Donc, le 10 stop va me permettre d'aller chercher vraiment des temps d'exposition beaucoup plus longs. Mais au lever de soleil, je dirais que c'est souvent trop. Je vais avec le 6 stop pour un lever de soleil. Mais si je veux faire une photo de cascade, par exemple, en plein jour, une journée nuageuse, en plein milieu de la journée, je vais y aller avec le 10 stop à ce moment-là. Donc, c'est les 3 fils que je traîne. Je dirais que c'est les 3... Pour moi, c'est les 3 filtres idéaux. Si j'en avais juste 2 à choisir, le 3 et le 6. Si j'en avais juste un à choisir, je choisirais le 6. Donc, le 6, je dirais que c'est le best. C'est pas trop, c'est pas assez. Je dirais que c'est pas mal le meilleur, 5 ou 6 stops. Mais si vous pouvez avoir les 3, c'est toujours, je pense que c'est vraiment l'idéal. Ensuite, les meilleurs trucs et réglages pour les aurores boréales. En fait, les aurores boréales, c'est quand même assez difficile parce que ça va dépendre beaucoup de où vous vous situez dans le monde. Je dirais que si vous êtes en Islande, les réglages que je vais vous donner, peut-être que ça marchera pas du tout. Si vous êtes au Québec, au nord du Québec, à la ville de Québec, ça varie beaucoup. Donc, ça va dépendre de la pollution lumineuse, ça va dépendre de la force de l'aurore, ça va dépendre s'il y a de la lune. Donc, il y a beaucoup de facteurs quand même qui font en sorte que je peux pas vraiment donner de réglage précis. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'avec les aurores boréales, en fait, on est
Normalement, en photo de nuit, on va être limité, entre guillemets, par le temps d'exposition. En fait, pour ne pas avoir de traînée d'étoiles. Donc, il y a la règle du 500 donc, qui existe. 500 divisé par la focale vous donne le temps maximal de pause avant de voir justement une traînée d'étoiles. Mais avec les aurores boréales, c'est plus autour de entre 3 et 6 secondes au niveau du temps d'exposition parce que là, on veut vraiment figer le mouvement. Donc, si vous avez des aurores boréales qui bougent très rapidement, vous y allez avec un temps d'exposition de 25-30 secondes, vous allez juste avoir une boîte, vraiment comme juste une boîte de lumière, une boîte verte, là, si les aurores sont vertes. Et donc, avec des temps d'exposition beaucoup plus courts, donc 3 à 6 secondes. Là, à ce moment-là, vous allez vraiment figer justement le mouvement. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup plus beau. Mais bon, 6 secondes de temps d'exposition, quand il fait complètement noir, là, à ce moment-là, c'est là que ça devient pratique d'avoir des objectifs qui sont très lumineux ou des boîtiers qui peuvent monter en très haut ISO. Donc, je dirais que pour les aurores boréales, la seule particularité, justement, c'est d'avoir justement un temps d'exposition qui est assez court, entre 3 et 6 secondes, pour bien figer le mouvement de l'aurore boréale. Et dernière question que j'ai eue, quels sont les meilleurs réglages pour faire une photo de la foudre? Je ne suis pas un grand spécialiste de photos de foudre. Moi, j'en ai rarement fait. Je pense que j'en ai peut-être déjà fait une fois. Si je pouvais donner un réglage, en fait, c'est que bon, si vous voulez faire la photo de foudre justement le soir, vous pouvez tout simplement y aller avec une photo en longue exposition. Donc, pour avoir une ambiance, une luminosité ambiante correcte. Et ensuite, donc mettons 5 secondes, 6 secondes. Et ensuite, si jamais il y a un coup de foudre qui déclenche, et à ce moment-là, vous allez avoir vraiment la traînée, donc la luminosité de la foudre va venir s'afficher justement sur votre photographie. Donc, vous pouvez tout simplement mettre une télécommande ou mettre un intervalomètre et prendre des photos en direct, en continu, donc de 6 secondes par exemple, pour avoir et là, à ce moment-là, ben, si jamais il y a un coup de foudre qui apparaît dans une de vos photos, vous allez pouvoir l'avoir. Et d'ailleurs, petit truc, si vous voulez, tu sais, des fois on voit les photos de foudre, puis il y a 500 éclairs. En fait, ça, c'est un montage photo. Donc, quand on fait ça avec une série de photographies en continu, ensuite, vous pouvez les mettre en Photoshop et avec le mode de fusion, tout simplement sélectionner superposition. Et là, à ce moment-là, boum, tout ce qui est plus lumineux d'une image par rapport à une autre va s'apparaître. Et là, vous allez tout avoir les coups de foudre, toutes les foudres, en fait, de chacune de vos photos qui vont s'empiler sur la même photo. Donc, c'est un petit truc. Donc, voilà, c'est toutes les questions que j'avais, que j'ai reçues. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les laisser en commentaire. Vous pouvez me les envoyer par courriel info@jlf-photo.com. Donc, j'aime bien faire ces petits Q&A comme ça. Donc, je pense que ça va donner, je pense que ça va aider quand même peut-être certaines personnes à évoluer dans leur pratique de la photographie. Donc, si vous avez aimé, un petit thumbs up, un petit commentaire, partagez avec vos amis, c'est toujours apprécié. Envoyez-moi vos questions. Allez visiter mon site web pour voir mes prochains ateliers et on se dit à la prochaine capsule. Ciao!